Voilà, je vais donc reprendre mon exposé sur Donald Winnicott. Je vous ai dit que c'était un pédiatre anglais et qu'il avait fait d'innombrables consultations mère-nourrisson, qui s'était beaucoup intéressé aux relations précoces du bébé. Et Winnicott aime bien les formules lapidaires et il avait dit « un bébé, ça n'existe pas ». En fait, dans la pensée de Winnicott, tout l'accent est mis sur l'environnement, sur le rôle de la mère, sur le rôle de l'objet. L'objet, dans le jargon des psychanalystes, c'est le personnage principal auprès duquel le psychisme de l'enfant se construit. Alors, un premier point que Winnicott a décrit, c'est ce qu'il appelle la préoccupation maternelle primaire. La préoccupation maternelle primaire, ce qu'il veut dire par cela, c'est que pendant la grossesse, la mère peut déjà développer une sensibilité aiguë, une sensibilité exacerbée aux états du bébé. Elle a une vigilance extrême. C'est un peu le phénomène qu'on peut retrouver dans des psychanalyses intensives de patients limites, patients borderline dans notre jargon, patients en analyse 4 fois par semaine, qui peuvent développer une régression à la dépendance, j'expliquerai un peu plus tard, et dans le contre-transfert du psychanalyste, c'est-à-dire dans les vécus émotionnels du psychanalyste, il peut aussi y avoir le développement d'une sensibilité aiguë, d'une sensibilité exacerbée à l'état émotionnel du patient. Un autre concept de Winnicott, un concept important, c'est celui de mère suffisamment bonne. Alors, j'insiste sur le mot suffisamment bonne. Suffisamment, c'est-à-dire que la maman ne doit pas être parfaite. Elle assure d'abord l'illusion primaire, nous allons voir tout de suite ce dont il s'agit, et puis elle promeut, elle procure une désillusion qui doit être tout à fait graduée, progressive, afin de ne pas traumatiser le bébé. Donc, la mère suffisamment bonne, eh bien, elle ne comble pas tout, elle frustre, elle déçoit, mais de façon très calibrée, très mesurée, afin d'assurer un décollement progressif entre l'enfant et sa maman, à un rythme que l'enfant peut supporter. Alors, je reviens à l'illusion primaire que doit procurer la maman suffisamment bonne, illusion primaire ou narcissisme primaire. En fait, il s'agit d'un état où le bébé ne se distingue pas de sa maman. Il y a une fusion, il y a un vécu de nirvana, de bien-être, de toute puissance. Le bébé est le monde, un vécu d'harmonie totale. C'est ce que le psychanalyste, le socio-psychanalyste Gérard Mendel a appelé le moi-tout. C'est ce que Romain Rolland appelait le sentiment océanique. Donc, idéalement, le sein ou le biberon arrive au moment précis où le bébé en a besoin. Et celui-ci n'a donc aucun vécu de séparation, il a un vécu de toute puissance. C'est donc l'illusion primaire où, dans la relation précoce, on peut dire 1 plus 1 égale 1. C'est tout à fait différent de la situation oedipienne que j'ai décrite antérieurement, où on peut dire que 1 plus 1 égale 3. Il y a un tiers. Ce vécu de nirvana, d'harmonie totale de l'illusion primaire, c'est ce qui peut être recherché ultérieurement par des drogues ou par l'alcool, par exemple. Et puis, la maman doit assurer une désillusion progressive. C'est-à-dire, je l'ai dit, elle doit être graduée, elle doit être adaptée à la capacité du bébé à la traiter psychiquement. Et cette désillusion, si elle n'est pas trop brutale, elle a un pouvoir organisateur du psychisme. Un hiatus va petit à petit s'ouvrir entre la maman et le bébé, et petit à petit, nous allons voir plus en détail comment, celui-ci va découvrir l'objet dans le monde extérieur. Et on va passer de 1 plus 1 égale 1, progressivement à 1 plus 1 égale 3, où le bébé va devenir une monade, où il y a un tiers. C'est ce qu'on appelle le processus de séparation-individuation, qui a été bien étudié chez les bébés par une analyste qui s'appelle Margaret Mahler.
et qui a été également étudié chez les adolescents par un analyste qui s'appelle Peter Bloss. C'est ainsi qu'il y a accès au monde des relations triangulaires et à l'Oedipe. Donc on peut dire, comme l'écrivait André Green, un psychanalyste français éminent, on peut dire que les théories de Winnicott complètent très bien celles de Freud. C'est-à-dire que les questions que pose Winnicott, c'est que se passe-t-il avant la constitution d'une monade et avant que la confrontation à la situation oedipienne ne devienne possible. Ce degré d'autonomie plus ou moins grand accordé à l'enfant est nécessaire à tous les âges. Il ne faut pas faire à la place de l'enfant ce qu'il peut faire tout seul. Sinon, ça lui inflige une blessure narcissique, ça le met en rage. Par contre, quand il est en difficulté, il faut être là pour l'aider. Donc, tout ceci pour dire une fois de plus qu'il faut absolument doser les interventions. S'il y a trop peu d'interventions, ça entraîne des vécus d'abandon, de rejet, de détresse. L'enfant découvre qu'il ne peut compter que sur lui-même, et ça peut faire des adultes qui, ultérieurement, refusent totalement toute dépendance et qui veulent absolument tout faire tout seul. Au contraire, si l'objet intervient trop, on est dans l'intrusion, dans l'empiètement, ça entraîne des sentiments d'humiliation, de rage, et alors ou bien l'enfant peut se soumettre à cette intrusion, à cette domination, il se soumet, il devient passif et inhibé, ou bien au contraire, il refuse, il rejette cette dépendance et il se met dans une espèce de position de retrait. À propos de ces problèmes de dépendance, je vais donner un exemple clinique. J'avais en analyse un patient qui, lorsque je le conduisais à l'extérieur à la fin de sa séance, me laissait toujours le soin moi-même d'ouvrir la clinche de la porte de sortie. Et puis, à un certain moment de l'analyse, on a beaucoup abordé les problèmes de sa relation avec sa mère, une mère dominatrice, une mère intrusive, et à un certain moment, j'ai remarqué que le patient se mettait lui-même à actionner la clinche de la porte de sortie. Donc vous voyez que l'analyste prête parfois son attention à des détails minuscules. Un détail minuscule peut être très révélateur d'un conflit psychique beaucoup plus profond. Je vais donner un exemple de la nécessité de doser les interventions. Imaginez un petit enfant qui veut grimper dans un arbre. L'adulte peut avoir deux positions extrêmes qui toutes les deux sont mauvaises. Une première position, c'est de couver l'enfant, de le protéger, de tout faire à sa place, de le soutenir tout le temps pendant qu'il monte. Là, ça va exaspérer l'enfant, ça va l'humilier, ça va éveiller de la rage en lui parce qu'il ne se sent pas respecté, il vit ça comme une intrusion. Mais à l'inverse, ne pas protéger du tout l'enfant et pendant qu'il essaye de monter dans un arbre, aller prendre un verre au café, c'est évidemment également une très mauvaise solution, c'est un abandon et c'est mettre l'enfant en danger. Donc, il faut vraiment doser, graduer les interventions. L'objet doit graduer ses interventions et il en est de même dans la cure psychanalytique. Winnicott faisait remarquer que si un patient était capable de comprendre lui-même, tout seul, ce qui se passe en lui, bien, le bon analyste est celui qui n'a pas anticipé et qui n'a pas donné une interprétation trop hâtive. Il va laisser, si c'est possible, le patient découvrir cela tout seul. Winnicott disait, l'analyste doit être capable d'attendre. Au début de ma pratique, j'interprétais trop et trop vite, et dans cette pratique, j'ai appris à attendre. Maintenant, je vais aborder de la façon dont les a décrites Winnicott, les principales fonctions maternelles. Je donne ici un tableau pour résumer cela. Il y a le holding, c'est-à-dire la façon de tenir le bébé. Il y a le handling, la façon de manipuler le bébé. Le presenting, la façon de présenter petit à petit le monde extérieur.
et enfin le mirroring des yeux de la mère. J'ajouterai, ici il ne s'agit pas de Unicode, mais d'un autre analyste qui est Bion, il a ajouté aussi la fonction alpha de la mère ou la capacité de rêverie. C'est-à-dire que lorsque le bébé ou le petit enfant émet des signes moteurs, des mimiques, des cris, des pleurs, etc., ce qu'il appelle les éléments bêta, eh bien, la mère donne un sens à ces signaux et retransmet à l'enfant sa traduction psychique. C'est ce qu'on appelle la capacité de rêverie de la mère. Alors, je vais vous donner quelques mots, vous dire quelques mots sur ces différentes fonctions maternelles. D'abord, le holding. En fait, le holding, c'est le soutien, c'est le maintien. C'est-à-dire qu'il s'agit de la manière dont l'enfant est tenu et contenu dans un environnement stable et pas trop imprévisible. En analyse, ça correspond à ce qu'on appelle le cadre, c'est-à-dire des règles d'horaire, de durée des séances. Il faut assurer une régularité, une stabilité, une solidité, une fiabilité du cadre, c'est-à-dire, je l'ai dit, pas trop d'imprévisibilité. Les patients borderline, les patients limites, donc qui sont en fait des patients fort fragiles, sont extrêmement sensibles aux ruptures du cadre analytique. Ce sont des patients, je l'ai dit, qu'il est souvent utile de prendre à 3 ou 4 séances par semaine, et ces patients régressent à une situation de dépendance, et il peut arriver évidemment que l'analyste est obligé d'annuler une séance de façon inopinée. Et ça peut très bien éveiller chez le patient des vécus d'angoisse et de rage très importants. En fait, le patient avait une illusion omnipotente de contrôle sur l'objet, et lors de cette absence imprévue, cette illusion de contrôle omnipotent s'écroule. Je me souviens très bien d'une patiente en analyse qui à la fois était très angoissée entre les séances et qui aussi avait très peur de certaines séances parce qu'elle abordait des choses très douloureuses. Et elle m'a expliqué un jour que devant ma sonnette, elle hésitait extrêmement à entrer, elle hésitait beaucoup à venir à sa séance, elle était très angoissée. Sonner et venir, ou bien ne pas sonner. Et elle m'a dit que ce qui l'a calmée, c'est que quoi qu'il arrive, finalement, quoi qu'elle vive dans sa séance, de douloureux ou de difficile, en fait, ce qui était rassurant, c'est que de toute façon, ce sont ces paroles textuelles, comme d'habitude, la séance serait de 45 minutes. Donc vous voyez l'importance du cadre, l'importance aussi de l'attitude d'une mère stable, constante, fiable, qui ne se laisse pas agiter, qui ne se laisse pas déborder par l'angoisse ou l'agitation de l'enfant. Je voudrais citer ici une petite observation de Anna Freud, la fille de Freud, observation sur les bébés dans les bras de leur mère pendant les bombardements à Londres. Lorsque la maman était angoissée par les bombardements, les bébés dans les bras de leur mère devenaient aussi très angoissés. Au contraire, si la maman restait calme, eh bien, les bébés eux-mêmes étaient beaucoup plus apaisés. Donc, ce que je répète, c'est que les patients limites ou les patients borderline sont très très sensibles aux variations du cadre. Une séance remise, un changement d'horaire, ça a une vertu traumatique. Ça réveille des angoisses précoces. Ça peut renvoyer à l'histoire d'une maman disparue, d'une maman qui se droguait, d'une maman qui s'est suicidée, d'une maman hospitalisée en psychiatrie, etc., etc. Je vais vous donner un exemple très typique de cette importance de la stabilité de base. J'avais une patiente qui m'avait demandé un changement d'horaire pour des raisons professionnelles. J'ai hésité, conscient de l'importance du cadre, puis finalement je lui ai accordé ce changement d'horaire. Alors, la séance d'avant, la séance du changement, la séance d'avant, elle était très angoissée, très en détresse, en désarroi, et puis elle s'est murée dans une espèce de mutisme obstiné.
Comme je connaissais assez bien la patiente, que mon contre-transfert, que ma préoccupation maternelle primaire, si l'on veut, était assez éveillée, j'ai eu l'impression que, par son utile, cette patiente, en fait, exprimait une énorme colère contre moi. Je lui ai demandé si elle ne voulait pas ainsi m'exprimer toute sa colère contre moi, parce que l'horaire était changé. Elle a acquiescé. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, je me sens terriblement en rage contre vous, mais je ne comprends pas, ce n'est pas de votre faute, parce que c'est moi-même qui ai demandé le changement d'horaire. Ma colère n'est pas justifiée. Et je lui ai répondu que peut-être que sa colère n'était pas si injuste et pas si injustifiée que ça, et qu'on pouvait la comprendre. Parce que ce qu'elle aimerait, au fond, c'est que malgré toutes ces demandes, toutes les modifications qu'elle demande, elle, je sois capable, tout en les lui accordant, de maintenir un cadre stable, immuable, quoi qu'il arrive. Et la patiente s'est détendue, s'est apaisée. Donc, ça montre très bien le besoin d'une mère qui soit garante d'un cadre stable, immuable. En fait, dans le langage de Winnicott, et j'y reviendrai plus tard, il s'agit d'un cadre ou d'un objet qui survit aux attaques de l'enfant. Alors, la deuxième fonction plutôt de la maman que je voudrais évoquer, c'est le presenti. C'est-à-dire, comment est-ce que la maman, comment est-ce que l'objet doivent présenter le monde extérieur au bébé. Le monde extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les autres membres de la famille, ça veut dire des amis, ça veut dire des personnages étrangers. Encore une fois, ce qui est très important, c'est que ce soit fait de façon graduée, dosée, très progressive, avec une certaine répétition. Il faut que le degré d'imprévisibilité du changement ne soit pas trop important. Par exemple, il ne faudrait pas qu'un bébé soit soumis à deux changements en même temps. Ça peut être désorganisateur pour son psychisme, ça peut avoir un certain impact traumatique. Par exemple, un enfant qui subirait en même temps le sevrage et la présence d'une autre personne pour s'occuper de lui, ben, c'est trop. C'est deux changements en même temps, c'est trop pour le psychisme du bébé. Un autre exemple, c'est par exemple un bébé qui aurait à la fois en même temps la rougeole et un changement d'alimentation. Une autre fonction de la mère, c'est le mirroring, la fonction de miroir de la mère. C'est une fonction excessivement importante. Le regard, les yeux de la maman sont comme un miroir. La maman doit regarder intensément son bébé et le bébé, il se découvre au fond, il se voit dans les yeux, dans le regard de la mère. C'est excessivement important. Imaginez par exemple une maman qui nourrit son bébé en regardant la télévision. Eh bien, c'est vraiment désastreux. Une maman qui nourrit son bébé mais qui est accrochée à son smartphone. Ou bien aussi l'impact d'une maman qui est profondément déprimée. Le bébé ne peut pas se découvrir dans les yeux de sa mère. Les yeux de la maman sont comme morts, ils ne reflètent rien. Et cette carence de mirroring peut entraîner alors ultérieurement chez l'adulte des problèmes psychologiques comme des vécus douloureux de vide intense, l'absence de relations, de non-existence. C'est pourquoi, avec certains de ces patients, plutôt que de les allonger sur un divan, il est préférable de faire une thérapie en face à face parce que les patients ont besoin, pour se sentir exister, de s'accrocher au regard du psychothérapeute. Un autre point dont je voudrais parler dans les vécus de la maman, c'est la haine. Il est tout à fait inévitable qu'à certains moments, la maman ou l'objet éprouve des vécus de haine et de rage contre le bébé. C'est inévitable parce qu'un bébé est avide, il est insatiable, il est rough, il est rude, comme dit Winnicott. Il n'a aucun égard pour l'objet qui, lui, peut être exténué. Et donc, il est tout à fait normal qu'à certains moments, la mère ait des bouffées de haine contre le bébé. Le problème de la haine, c'est
cachée, qu'elle soit enfouie, qu'elle soit inconsciente. Elle peut être enfouie, cachée, soit par un mécanisme de défense qui est le refoulement, ou bien par un autre qui est le clivage. Et c'est alors que cette haine peut être toxique, parce qu'alors, elle a quand même des effets sournois, comme des agis agressifs, un masochisme, des sentiments dépressifs, etc. Le problème de la haine, c'est quand elle n'est pas consciente et qu'elle est vécue comme intolérable et elle est cachée. C'est là qu'elle a des effets sournois et toxiques. Mais il est tout à fait normal qu'une maman puisse éprouver des vécus de haine contre son bébé. Alors, je voudrais dire quelques mots maintenant de ce que je pense tout le monde connaît, c'est l'objet transitionnel qui a été étudié par Winnicott, c'est le doudou. La first not me possession. Bon, c'est un objet intermédiaire dans la séparation. La maman peut se séparer, l'enfant peut se séparer, il peut quitter sa mère, mais à condition d'avoir avec lui son doudou. Et si on enlève le doudou, c'est la détresse, les pleurs, l'angoisse, etc. Petite remarque, il ne faut pas laver le doudou, il ne faut pas lui enlever son odeur. Toutes ces caractéristiques sont très importantes pour assurer la sécurité de l'enfant. Je vais donner un exemple clinique. J'avais en analyse une patiente borderline, de nouveau une patiente très fragile de 25 ans. Elle était en analyse 3 séances par semaine et à l'approche des vacances de Noël, son angoisse augmentait à la perspective de cette séparation. Elle devenait excessivement angoissée et moi-même, j'étais préoccupé et même anxieux en me demandant comment j'allais pouvoir gérer cela. Et puis, à un certain moment, j'ai eu une idée bien heureuse. On venait de m'offrir un assez beau stylo. D'habitude, je n'ai que des bics, mais j'avais un assez beau stylo. Et j'ai dit à ma patiente très angoissée que pendant les vacances de Noël, j'allais lui donner mon stylo et que je lui demandais de prendre bien soin de mon stylo pendant les vacances. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'instantanément après cette proposition, l'angoisse de la patiente a disparu. Elle est revenue après les vacances en m'expliquant qu'elle avait été très peu anxieuse, qu'elle se sentait calme et qu'elle se promenait tout le temps avec mon stylo sur elle et que quand elle dormait, eh bien, pour rester calme et en sécurité, elle plaçait le stylo en dessous de son oreiller. Maintenant, je parle de l'objet transitionnel, il y a peut-être des différences culturelles parce que une pédopsychiatre belge qui est maintenant décédée, une pédopsychiatre belge qui s'appelle Paula Lambert, a beaucoup observé les bébés au Sénégal et elle ne décelait pas facilement d'objets transitionnels. Et peut-être que ce phénomène dépend quand même du contexte culturel, parce que les séparations mère-enfant s'opèrent différemment dans d'autres cultures que dans notre culture européenne occidentale. Il y a des cultures où l'allaitement maternel est beaucoup plus prolongé et où aussi, alors que la mère est absente, il y a une présence très intense des sœurs de la mère ou des autres enfants ou de la famille. Donc il y a peut-être des aspects quand même culturels dans ce phénomène d'objet transitionnel. Un dernier point dont je voudrais parler avant de clôturer cette émission, c'est ce que Winnicott a appelé l'effacement de la mère. C'est le fait que, en fait, la mère doit se distancier progressivement de l'enfant, que les séparations doivent grandir progressivement dans une mesure que l'enfant est capable de tolérer psychiquement. Par exemple, s'il y a une disparition trop précoce, trop longue, trop brutale, eh bien c'est vraiment traumatique. L'enfant est plongé dans la terreur, dans la détresse, il a des vécus terribles de trous, de vide. Winnicott appelle ça une agonie primitive, où il décrit très bien cela comme, c'est très significatif cette expression, comme un effondrement de sentiment de continuité d'être.
Au contraire, la mère peut s'effacer, c'est-à-dire qu'elle procure des séparations très graduées, très progressives, et ce qui s'ensuit, c'est que même quand elle n'est pas là physiquement, en fait, elle peut continuer à exister dans le psychisme du bébé. Ça ouvre alors à la tiercéité, au tiers, à l'autre de l'objet, comme dit Grimm, et à la triangulation oedipienne. Je voudrais terminer cette vidéo en revenant rapidement sur ces patients que nous appelons borderline, qui sont des patients très fragiles, et très souvent, ces patients ont eu une relation primitive très chaotique, très tumultueuse, où l'objet était ou bien trop près, ou bien trop loin. C'est trop près ou trop loin. Et donc, il n'y a pas de stabilité dans la relation précoce. Si l'objet est tout près, ça entraîne des vécus d'engloutissement, d'intrusion, d'étouffement, d'anéantissement. Si l'objet est trop loin, eh bien, c'est une détresse terrible, une terreur, des vécus d'impuissance, ce que Winnicott appelle l'agonie primitive. Et ça fait que les patients borderline, ces patients limites, ces patients très fragiles, sont toujours mal à l'aise dans les relations parce qu'ils doivent tout le temps contrôler la distance entre eux et l'objet. Il ne faut pas que l'objet soit trop près, il ne faut pas que l'objet soit trop loin, et ils sont donc dans une insécurité quasi permanente. Et la triangulation oedipienne, c'est-à-dire la découverte du tiers, est un traumatisme terrible, comme nous le verrons plus tard, et elle n'est pas élaborable. Voilà, je vais terminer ici, et dans la prochaine vidéo, je parlerai de ces traumatismes très précoces, et aussi des mécanismes de défense, on pourrait même dire des mécanismes de survie qui permettent de faire face à des vécus aussi épouvantables. Pour aborder ça, j'évoquerai surtout les écrits de Winnicott, mais je parlerai aussi d'un psychanalyste hongrois qui était très innovateur, très découvreur dans ce domaine du traumatisme, un psychanalyste hongrois qui s'appelle Sándor Ferenczi. Voilà, je vous remercie, je vous laisse pour cette fois-ci. La fois prochaine, on parlera des traumatismes et des mécanismes de survie psychique. Voilà, au revoir.